Cela fait maintenant 5 ans que je suis réceptionniste dans un hôtel. Je suis régulièrement de nuit. C'est un choix de ma part. Je préfère travailler de nuit. Il y a moins de clients et c'est plus tranquille. Puis je n'ai généralement pas de mal à veiller pendant mes 7 heures de poste. Ce soir, comme depuis les 5 derniers jours, j'arrive au travail à 22 heures, pour ma garde qui se terminera à 5 heures le lendemain. Jusqu'à environ 1 heure du matin, je vois des clients passer pour regagner leur chambre. Mais après 1h30 environ, il n'y a plus personne. C'est souvent comme ça. L'hôtel est assez isolé, à plusieurs kilomètres de la ville. Il faut environ 20 minutes de voiture pour rejoindre le restaurant le plus proche. Ce qui explique pourquoi nous ne sommes pas l'hôtel le plus fréquenté du coin, malgré nos prix défiant toute concurrence. Je m'attelle à mes tâches habituelles, c'est-à-dire regarder de temps en temps les caméras de surveillance, m'assurer que tout est en ordre, et lire mon livre en attendant la fin de mon service. Au bout de 2 heures, j'aperçois une forme sombre du coin de l'œil sur l'écran des caméras. En tournant la tête, je remarque que quelqu'un se tient au pied d'un lampadaire, totalement immobile. En regardant de plus près, je me rends compte qu'il s'agit de la caméra de l'entrée. Je tourne donc immédiatement la tête vers la porte vitrée de l'hôtel pour regarder dehors, mais il n'y a rien. En regardant de nouveau sur l'écran, la silhouette a disparu également. Mettant ça sur le coup de mon imagination, je retourne à ma lecture. Sauf que 10 minutes plus tard, je suis extraite de mon roman dans un sursaut. Quelqu'un vient de passer la porte et se tient à quelques pas du bureau de la réception. C'est une vieille femme. Je dirais qu'elle doit avoir entre 75 et 80 ans, au vu de sa peau ridée et fatiguée par le temps. Je la salue et lui demande en quoi puis-je l'aider. Mais elle ne bouge pas. Elle reste là, totalement immobile à me fixer droit dans les yeux. Je comprends que ce n'est pas normal, et je me sens mal à l'aise. Puis une idée me vient. C'est peut-être une femme qui s'est perdue. Il y a une maison de retraite à environ 2 km d'ici. Peut-être qu'elle s'est enfuie et a trouvé refuge ici. Je retente un contact. Madame ? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ? Vous vous êtes perdue ? Ou bien vous cherchez quelqu'un ? Mais rien. La femme ne bouge pas. Elle ne cligne même pas des yeux. Je ne vais pas rester comme ça toute la nuit. Elle n'a visiblement pas toute sa tête, et n'est pas enclin à communiquer. Je détourne le regard de la femme, et cherche sur l'ordinateur de la réception le numéro de téléphone de la maison de retraite. Après tout, si une de leurs locataires manque à l'appel, il vaut mieux les en informer au plus vite. Je trouve le numéro assez vite. Je décroche le téléphone et compose le numéro. En relevant la tête, je suis encore une fois surprise de voir que la femme n'est plus là. Je ne l'ai pas entendue passer la porte d'entrée. Elle émet toujours un petit son lorsque quelqu'un passe devant le capteur, pour nous avertir de la présence d'un éventuel client, au cas où nous ne serions pas derrière notre bureau pour les accueillir. Mais là, rien. Aucun son n'est sorti. Ce qui pouvait dire plusieurs choses. Soit je ne l'avais pas entendu parce que j'étais occupée dans ma recherche, ce qui m'étonnerait fortement. Soit le capteur ne fonctionne plus, ce qui là par contre ne m'étonnerait pas car c'est déjà arrivé. Soit, la femme est toujours dans l'hôtel et se balade dans les couloirs. J'avoue que je préférerais les 2 premières options. Même si cette femme n'a pas l'air menaçante, elle me met mal à l'aise, de par son attitude et son regard vide. Allô ? J'avais déjà oublié que j'avais composé le numéro de la maison de retraite. Oh, oui, bonsoir. Je m'excuse de vous déranger. Je suis Claire, je travaille à l'hôtel. Et une personne âgée vient de faire irruption dans notre hôtel. La pauvre femme a l'air perdue. Je me suis donc demandé si elle ne s'était pas échappée de votre établissement. Eh bien, ça m'étonnerait, car nous avons toujours quelqu'un pour surveiller les allées et venues. Mais nous ne sommes pas faillis pour autant. Nous allons vérifier que tous nos locataires sont bien dans leur chambre et nous vous recontacterons. Très bien, merci beaucoup. Je ne suis pas spécialement enchantée par leur réponse. J'aurais préféré qu'ils envoient directement quelqu'un pour récupérer la femme. Mais peut-être qu'il manque de monde, et qu'ils ne peuvent pas se déplacer aussi facilement. Les minutes passent, et toujours aucun signe de notre ami octogénaire, ni de la maison de retraite. Je suis toujours aussi mal à l'aise. Comme si au fond de moi, je savais qu'elle n'était pas partie. Je prends la décision de regarder les caméras de surveillance de nouveau. D'abord celle de l'extérieur, mais je ne vois rien par un chat qui se balade paisiblement. Puis je passe sur les caméras des couloirs. Rien au premier étage, rien non plus au deuxième. Vient enfin le 3e et dernier étage du bâtiment. Et là, rien non plus. Les autres caméras de surveillance de l'hôtel sont placées dans les couloirs qui mènent à la salle de repos et aux toilettes des employés. On ne peut y accéder qu'avec une carte magnétique. Seul le personnel de l'hôtel en possède une. Elle n'a donc pas pu se rendre dans cette partie de l'hôtel. Mais par acquis de conscience, je me décide à vérifier. Rien dans le couloir. Il n'y a pas de caméra dans les toilettes, donc la seule caméra qu'il reste est celle de la salle de repos. Je m'apprête à appuyer sur le bouton pour changer de caméra,
quand soudain... Je décroche le combiné dans un sursaut. Oui, allô? Bonsoir, c'est la maison de retraite. Je vous appelle suite à votre signalement. Après avoir vérifié toutes les chambres, aucun de nos locataires manque à l'appel. Au moment où la personne au téléphone me dit ça, j'aperçois la vieille femme sur la caméra. Elle se trouve dans la salle de repos, près des casiers des employés. Mon sang se glace dans mes veines. Je remercie la personne au téléphone et raccroche sans quitter l'écran des yeux. Que fait-elle? Et pourquoi elle reste immobile devant mon casier? Et surtout, comment est-elle arrivée là? Est-ce qu'elle aurait volé ma carte d'accès sans que je m'en aperçoive? Je tâtonne mon bureau à la recherche de ma carte, toujours sans quitter l'écran des yeux. À chaque fois, j'ai détourné le regard de cette femme, ne serait-ce que 5 secondes. Elle en avait profité pour filer. Je finis par trouver ma carte, à sa place habituelle. Ce qui a le mérite de m'inquiéter davantage. Je ne comprends toujours pas comment elle a pu passer. C'en est trop. Je ne sais pas qui elle est ni ce qu'elle veut. Je ne sais pas non plus si ses intentions sont bienveillantes ou non. J'appelle la police. Tant pis pour elle. Je prends le téléphone sur mon bureau, mes yeux sont toujours rivés sur l'écran. Je compose le numéro instinctivement, et au bout de quelques secondes, une opératrice décroche. Je lui explique la situation, et elle me dit qu'une patrouille sera là dans 5 minutes. Bon, 5 minutes ça va. Je ne quitterai pas l'écran des yeux, et je surveillerai le moindre fait et geste de notre mamie creepy. Les secondes passent, je commence à avoir les yeux secs à fixer le même endroit en continu. Je suis néanmoins soulagée en entendant le bruit d'une voiture, et les lumières de gyrophare que j'aperçois au coin de l'œil. Tout à coup, la vieille femme tourne lentement la tête en direction de la caméra. J'ai l'impression qu'elle sait que je la regarde. On dirait qu'elle me fixe. Puis elle finit par pousser un hurlement terrifiant. Les caméras ne sont pas équipées de micro, mais elle a hurlé tellement fort que je l'ai entendue jusqu'ici. Mon seul réflexe a été de plaquer mes mains sur mes oreilles et de fermer les yeux. Mince, non. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne devais pas quitter l'écran des yeux. En les rouvrant, j'ai été prise d'un horrible frisson d'effroi. Le visage ridé et les yeux vitreux de la vieille femme s'étaient rapprochés de la caméra. Je les voyais en gros plan. J'ai poussé un cri de surprise et détourné le regard. Je jette un coup d'œil à l'écran, mais la femme n'est plus là. Les agents de police font le tour du bâtiment, mais ils ne trouvent rien. Pas de traces de femme, pas de signe d'effraction. C'est comme si rien ne s'était passé. La femme n'a jamais été retrouvée. Je ne sais même pas qui elle est, et ce qu'elle voulait. Je ne souhaite plus travailler de nuit, mais quand cela arrive, je sens que je ne suis pas seule. Je suis étudiant, et ça fait maintenant quelques mois que je travaille comme livreur pour la pizzeria de mon quartier. Je ne vous dirai pas que c'est l'emploi dont je rêvais, mais au moins, il me permet de vivre convenablement dans ma petite chambre d'étudiant. En général, je travaille de 19h à minuit, mais il arrive que j'y sois jusqu'à 1h du matin. Surtout en week-end, quand les gens qui font des soirées se décident à commander, après être totalement ivres ou plus encore. Ça ne me dérange pas plus que ça. Je suis payée en heures supplémentaires et de nuit. Je serais idiot de me plaindre. Des clients bizarres, j'en ai eu pas mal. De la femme qui ouvre sa porte totalement nue, en espérant avoir une commande gratuitement. En passant par l'ado qui nous a demandé de hacher sa pizza, car il ne pouvait pas la mâcher à cause de son opération des dents de sagesse. Oui, on peut dire que j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Mais jamais encore je n'avais été confrontée à ce genre de client. Un soir relativement calme en semaine, j'étais au comptoir de la pizzeria, à attendre les éventuelles commandes. Le téléphone finit par sonner, et en décrochant, je n'ai rien entendu. J'ai renouvelé plusieurs fois la phrase habituelle que je dis quand je décroche le téléphone, mais rien. J'ai donc fini par raccrocher. Au bout de 2 minutes seulement, le téléphone sonne de nouveau. Le même numéro est affiché sur l'écran. À nouveau, je décroche, et rien. Soit cette personne a des problèmes avec son téléphone, soit j'ai affaire à un gamin qui s'amuse. Je finis donc une fois de plus par raccrocher. Le téléphone ne ressonne pas pendant plusieurs minutes. Puis au bout d'un moment, encore ce numéro. Excédé, je finis par décrocher, mais je ne dis rien. J'attends. La voix d'un homme finit par résonner dans le combiné. Il a l'air hagard. Encore un qui a pris des choses bizarres, je me suis dit. Il passe une commande. Il me donne l'adresse pour la livraison. Une fois la commande prête, je file à ma voiture pour effectuer la livraison. Je roule un moment avant d'arriver à destination. Devant moi se dresse une maison d'apparence normale. Aucune lumière n'est allumée cependant. Je me demande donc si je suis à la bonne adresse. Mais ça ne fait pas le moindre doute. J'attrape la commande, je m'approche de la maison,
et sonne à la porte. Au bout de quelques secondes, la porte s'ouvre légèrement. Un homme se tient derrière. Je ne le distingue pas très bien. Il est plongé dans l'obscurité de la maison. Il avance un peu la tête, et je remarque des taches étranges autour de sa bouche. On dirait du sang séché. Il marmonne quelques mots que je ne comprends pas. Mais je distingue par contre très bien son regard. Cet homme est visiblement drogué. Ses yeux sont vitreux. On dirait presque qu'il ne sait pas où il est. Au moment où il sort ses mains pour attraper sa commande, de stupeur, je manque de lâcher le carton. Ses doigts sont affreusement mutilés. Il lui manque plusieurs phalanges, et il saigne énormément. Il ne me faut pas longtemps pour faire le rapprochement avec le sang autour de sa bouche. Cet homme s'est dévoré les doigts. Je manque de vomir à cette vue, mais je lui demande néanmoins s'il a besoin d'aide. Il se met à rire comme un fou, hurle et claque violemment la porte. Je file dans ma voiture et file en direction de la pizzeria. J'explique la situation à mon patron et nous décidons d'appeler une ambulance et la faire envoyer à l'adresse de l'homme qui avait visiblement besoin d'aide. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais il n'a jamais rappelé la pizzeria. Après une semaine de travail intense, à enchaîner les journées de 10 à 12 heures, je peux enfin rentrer chez moi et me reposer. Je vais mettre à profit ces 2 jours de repos, et je vais renouer les liens avec mon lit. Après une bonne douche et un repas léger, je m'écrase lourdement sur mon lit, la tête dans mon oreiller. Ça fait tellement de bien lorsque vous pouvez vous allonger, et laisser tous vos muscles se détendre tranquillement. Je ne tarde pas à m'endormir d'un sommeil de plomb. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, lorsque j'ouvre les yeux à cause d'un bruit qui m'a extirpé de mon rêve. J'ai entendu un frottement. J'examine la pièce encore plongée dans la pénombre. Juste un filet de lumière perce à travers les volets. J'ai d'abord cru que le soleil s'était déjà levé. Mais en regardant mon réveil, j'ai vu qu'il affichait 2h43. J'en conclus donc que c'était le lampadaire de la rue. Je rejette un œil à la pièce, pour savoir d'où vient ce bruit. Mais je ne vois rien. Je me dis que c'est le chat qui fait du bruit. Cet idiot a pour habitude de se mettre à jouer en pleine nuit. Manque de chance pour moi, il m'a réveillée. J'en profite pour aller aux toilettes. Autant y aller avant de me faire réveiller par une vessie trop pleine. Je prends mon téléphone et allume le flash pour m'éclairer. Je tourne vers ma porte et manque de faire tomber mon téléphone dans un sursaut. Je viens de me faire peur avec le tas de linge posé sur ma chaise de bureau. Ça m'apprendra à ne pas ranger mes affaires. Je souffle d'agacement vers mon idiotie et me dirige vers les toilettes. Une fois la petite commission terminée et les mains propres, je retourne me coucher pour poursuivre ma nuit. Pourvu que j'arrive à me rendormir vite. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, je suis déjà retombée dans les bras de Morphée. Sauf que je suis de nouveau réveillée. La première pensée qui me vient est... Ce chat va me le payer. Qu'il ne s'attende pas à dormir tranquillement dans la journée. J'irai le réveiller moi aussi. En bougeant mon pied, je sens un poids qui pèse sur la couette. Je jette un œil et j'aperçois mon chat paisiblement endormi. Mince. Il a dû rentrer tout à l'heure quand je suis sortie sans que je le voie. Sans me poser plus de questions, je me rendors. Le poids au pied de mon lit s'est mis à bouger. J'ouvre mon œil pour voir ce que fait mon chat. Il n'est pas là. Je cligne de l'œil et rouvre les 2 yeux cette fois. Au moment où mon regard se pose sur le pied de mon lit, j'aperçois une forme noire. Je ne comprends pas. Donc je la fixe plus intensément pour tenter de la distinguer. Il y a 2 choses de chaque côté qui ressemblent à des bras. La masse noire ne bouge pas. Elle reste là, totalement immobile. J'ai le réflexe de fermer les yeux, mais je me rends vite compte que c'est ridicule. J'ouvre les yeux pour affronter du regard cette chose et... elle n'est plus là. Je fouille frénétiquement la pièce avec mon flash de téléphone, mais je ne la vois pas. Puis cette idée horrible me vient en tête. Cette horreur était au pied de mon lit. Je suis sûre que je l'ai imaginée, mais... si ce n'était pas le cas, peut-être qu'elle est partie sous mon lit. Je me penche lentement sur le bord de mon lit, toujours armée de mon téléphone. Puis je finis par y aller d'un coup sec. Et là, je me rappelle que mon lit n'a pas d'espace vide en dessous. C'est un coffre avec des tiroirs où j'en range mes affaires. Je me sens énervée et honteuse. La fatigue extrême m'a fait imaginer des choses. Rassurée, je me recouche avec la ferme intention de dormir jusqu'à midi. Sauf que... je me réveille encore. Je suis allongée sur le dos et tombe nez à nez avec la même créature, au même endroit et dans la même position. J'essaie d'attraper mon téléphone. Je n'y arrive pas. Je suis totalement figée sur place. Je sens mon cœur s'accélérer. La créature est là. Elle ne bouge pas. Elle me fixe.
Ma respiration s'intensifie. J'ai l'impression de suffoquer. Qu'est-ce qui m'arrive? Seuls mes yeux arrivent à bouger. Je regarde autour de moi pour chercher quelque chose qui pourrait m'aider. Mais au moment où je quitte la créature des yeux, je la sens bouger. Je la regarde de nouveau immédiatement. Elle s'est rapprochée. Je ne peux toujours pas bouger. J'ai le corps de plus en plus lourd. J'ai l'impression de peser si lourd que mon corps s'enfonce dans le matelas. À moins que ce soit le poids de cette chose qui en soit la cause. Elle est au niveau de mes cuisses. Je la distingue un peu plus. Ça ne ressemble à rien de ce qui existe. Elle me fait penser à une manticore. Enfin, du moins, pour la tête. Le reste de son corps est maigre et décharné. Il faut que j'essaie de bouger. Mais c'est comme si mon cerveau n'avait plus aucun contrôle sur mon corps. Je fais la bêtise de détourner une nouvelle fois les yeux. Une fraction de seconde. Ça a laissé le temps à la créature de bouger avec une vitesse folle et se retrouver juste au-dessus de mon visage. Plus elle s'approche de moi, plus sa bouche s'ouvre et me révèle des dizaines et des dizaines de dents acérées. Sa bouche est tellement large que j'ai l'impression qu'elle me sourit. Un sourire grotesque et anormalement grand. Je vais mourir, j'en suis sûre. Cette chose va me dévorer. Je sens son haleine putride et chaud sur mon visage. Je veux hurler de toutes mes forces, mais rien ne sort. Dans un ultime réflexe, je ferme les yeux. Je ne veux plus la voir. Si elle doit me dévorer, je ne veux pas la voir faire. Le temps passe et je n'entends rien. Au bout d'un moment, je décide de rouvrir les yeux. La créature n'est plus là. La pièce est un peu plus éclairée que lorsque j'ai fermé les yeux. Je peux de nouveau bouger. Je m'en rends compte lorsque je tourne la tête en direction de mon réveil, qui affiche 9h54. J'ai très vite compris que j'avais fait une paralysie du sommeil. Ça m'arrive quelquefois quand je suis extrêmement fatiguée. Mais aucune paralysie que j'avais fait jusqu'à maintenant n'avait été aussi intense. Et surtout, aucune n'avait éventré mon chat. Cette femme m'insupporte. En plus de m'avoir pris cet homme qui me plaît depuis des années. Elle m'a aussi piqué la promotion qui me revient de droit. C'est vrai, quoi. Je suis dans cette boîte depuis 15 ans. Jamais de promotion. Elle, madame parfaite avec ses airs de sainte, arrive. Et moins de 6 mois plus tard, elle devient ma supérieure. Travail et talent, mon cul. C'est une arriviste. Heureusement pour moi, je suis très certainement la réincarnation d'une grande sorcière. J'ai toujours été attirée par les sciences occultes. Il est donc temps d'agir. J'ai trouvé cette recette pour faire cesser les agissements d'une personne mal intentionnée. Cette garce va me le payer. En plus, la recette est assez simple. Il faut 2 pierres de la taille de votre main, trouvées près de la demeure de votre persécuteur. Une petite poupée de tissu, noire de préférence, que vous aurez confectionnée vous-même, et dans laquelle vous mettrez quelque chose appartenant à cette personne. Cheveux, mouchoirs, mégots, photos, etc. Si vous n'avez rien, écrivez sur un bout de papier son nom complet et sa date de naissance, puis attachez-le au dos de la poupée. Il faut ensuite une bougie noire, du papier ou du parchemin, de l'encre noire et de la ficelle. Le soir venu, écrivez sur du parchemin quel est précisément votre souhait, en vous inspirant de ces termes. Je désire que, là insérez le nom de la personne, cesse de me tourmenter, qu'elle me laisse en paix, qu'elle passe son chemin, et que ces énergies noires et impures me quittent à tout jamais. Attachez ce billet avec de la ficelle autour de votre poupée. Allumez votre bougie et mettez-la devant la poupée, sur laquelle vous poserez votre billet écrit. Puis, à voix haute, et en serrant très fort les 2 pierres dans vos mains, plasmodiez votre demande lentement, 3 fois de suite. Visualisez cette personne en train de marcher lentement, de plus en plus lentement. Ses gestes se ralentissent, et aussi ses pensées. Au moyen de la ficelle, attachez alors les 2 pierres au pied de la poupée, en laissant 30 cm de jeu. Éteignez la bougie, laissez le dispositif dans un endroit secret, et recommencez le lendemain le rituel de visualisation,
que vous achèverez en faisant un nœud à chaque ficelle. Répétez cette cérémonie 9 jours de suite, et plutôt en période de lune décroissante. La dernière nuit, après avoir plasmodié votre demande, sortez de chez vous, en emportant votre poupée, et rendez-vous près d'un cours d'eau. Là, tenez fermement votre poupée dans vos mains, tout en regardant les pierres pendre dans le vide. Et dites avec force « Cela est fait ». Au même moment, lancez le tout dans l'eau, puis quittez les lieux sans vous retourner. Je trouve ça très simple à faire, alors pourquoi je ne l'ai pas tenté? Mon impatience me perdra. Lui fracasser le crâne avec son magnifique trophée de je ne sais quoi a été beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Au moins maintenant, elle ne me dérangera plus. J'ai emménagé dans cette ville il y a 3 semaines. Nouvelle vie, nouveau travail, nouveaux voisins. Je suis dans un petit quartier tout à fait charmant, rempli de petites maisons avec leurs adorables jardins à la pelouse parfaitement tondue. C'est un vrai plaisir. Le cliché du quartier de banlieue, que l'on voit souvent dans les films et les séries se passant aux États-Unis. Les gens me semblent très impliqués dans la vie de leur quartier, mais je les trouve néanmoins très discrets et distants. On est loin de la femme au foyer qui vient nous apporter des muffins et autres cookies pour nous souhaiter la bienvenue. Mais cela me convient. Je ne suis pas très sociable en général. Les habitudes se sont imposées d'elles-mêmes très vite. Tous les soirs, après le travail, j'enfile une tenue de sport légère et je pars en direction du parc qui se trouve à environ 1 ou 2 kilomètres de chez moi. C'est plaisant d'y courir. Le terrain est plat et lisse, donc pas de risque de me tordre la cheville sur un caillou mal placé. On y rencontre principalement des joggeurs et des gens promenant leurs chiens. Et quand on est fatigué, on peut s'asseoir sur un banc et profiter du petit étang rempli de canards venant nous quémander à manger. Ce soir, comme pratiquement tous les soirs depuis 3 semaines, je suis partie courir dans ce parc. Tout est comme d'habitude, à l'exception d'une chose. Un homme est assis sur un banc. Un homme très séduisant, qui croise mon regard. Il m'adresse un sourire et ne manque pas de me faire rougir. C'est la première fois que je le vois ici. J'en suis certaine. Un tel visage se remarque très vite. Mais je continue mon chemin. Ce n'est pas mon style d'accoster les gens comme ça, alors que je ne les connais pas. Le lendemain, je l'ai revu. Toujours sur le même banc, et toujours le même sourire dans ma direction. Les jours se sont enchaînés, et à chaque fois, je le trouve sur le même banc. C'est décidé. Cette fois, si je le vois, je m'arrête et je me présente. Ça n'a pas manqué. Je le vois au loin, assis sur le même banc, dans la même position, légèrement penché en avant, les coudes posés sur les genoux. Je n'avais cependant pas remarqué avant, mais il a l'air perdu dans ses pensées. Il semble réfléchir. Il agite sa jambe nerveusement. Je me demande si c'est une bonne idée de l'aborder du coup. Je ne voudrais pas le déranger. Je me rapproche néanmoins instinctivement. Si jamais il ne lève pas la tête dans ma direction quand je serai à sa hauteur, eh bien je m'en irai et continuerai ma route. Plus que quelques mètres. 3, 2, 1. Je me retrouve à sa hauteur, et doucement, le jeune homme lève la tête dans ma direction. Il m'adresse comme d'habitude un sourire qui ferait fondre n'importe quel iceberg. Je lui rends son sourire et le salue. Il me répond d'une voix douce et posée. C'est tout naturellement que je m'assois à côté de lui et que nous entamons une discussion. Il est très sympathique. C'est un plaisir de discuter avec lui. Je ris de bon cœur. Un peu trop bruyamment, il faut croire, car un passant me regarde de travers et semble intrigué par mon comportement. Ils ne doivent pas rire tous les jours ici, il faut croire. Au bout d'1 heure, je me lance enfin et je demande au jeune homme s'il est d'accord pour que l'on s'échange nos numéros. Il me regarde intrigué et finit par me dire qu'il n'en a pas. Je trouve ça curieux qu'à notre époque, un homme dans la trentaine ne possède pas de téléphone portable. Mais après tout, chacun fait comme il veut. Les jours s'enchaînent et une routine s'installe. Tous les soirs depuis 1 semaine, je le rejoins au même banc et nous discutons pendant des heures. Je remarque aussi très vite que de plus en plus de personnes me regardent bizarrement. Je crois que le pompon a été quand ma voisine m'a salué, mais n'a même pas pris la peine de saluer mon amie. Elle qui dit bonjour à tout le monde, y compris aux chiens. J'ai trouvé ça étonnant. En y réfléchissant, c'est vrai que personne n'adresse la parole à mon nouvel ami. Pourquoi? Les gens semblent l'ignorer. Les regards bizarres qu'ils me jettent passent encore, mais là c'est carrément de l'impolitesse. Pourquoi me dire bonjour à moi et pas à lui? Bon, je me pose sûrement trop de questions. J'apprécie nos discussions, c'est le principal.
J'ai l'impression que je commence à développer des sentiments pour lui, autres que de l'amitié. Il est tellement parfait. Il sait exactement quoi dire pour me redonner le sourire. C'est incroyable. Ma voisine, que j'appelle aussi la commère du quartier, a dû remarquer ma bonne humeur. En me disant bonjour ce matin, elle me demande ce qui me met de si bonne humeur avec un petit sourire complice en coin. Je lui explique aussitôt que j'ai eu un coup de cœur pour l'homme, avec qui elle m'a vu discuter sur le banc du parc. À ces mots, son visage change totalement d'expression. Son sourire s'efface, et elle prend un air grave. Elle prend la parole et commence à me dire presque à voix basse. « À ce propos, vous savez que vous ne parlez... » Elle n'a pas le temps de finir sa phrase, que mon téléphone la coupe aussi sec. Un appel de mon travail. Oh, qu'est-ce qu'ils me veulent encore? Je m'excuse auprès de ma voisine et prends mon appel. Je finis par raccrocher et m'empresse de lancer à cette gentille pipelette. Il faut que j'aille à mon travail, c'est urgent. Nous reprendrons notre discussion plus tard. Sans même la laisser finir, je file en direction de ma voiture. Je vais passer la nuit au bureau ce soir, je le sens. Sauf que je n'ai pas la tête au travail. Mon esprit est totalement perdu. Je pense à mon mystérieux ami. Je me sens bien. Mais très vite, un nuage de doute vient assombrir mon bonheur. Je repense à la courte discussion que j'ai eue avec ma voisine. Je ne l'écoutais pas spécialement sur le moment, mais maintenant que j'y pense, qu'est-ce qu'elle voulait dire? Puis je me mets à penser à toutes les fois où j'étais assis sur le banc avec lui. Le nombre de regards interrogatifs allant dans ma direction. Le fait que tout le monde ignore mon ami. Je suis perplexe. Qu'est-ce qui se passe dans ce quartier? Ou est-ce que c'est moi le problème? Non, je ne pense pas. Les gens sont gentils et avenants lorsqu'ils me croisent seule. Ils changent de comportement systématiquement quand je suis sur le banc avec cet homme. Je crois que je me fais trop de films. On a tous vu le film Le Sixième Sens, je pense. C'est ridicule que cette idée me traverse l'esprit. Il faut néanmoins que j'en sache plus. La curiosité est trop forte. Est-ce que je suis folle et en fait, depuis le début, je parle toute seule? C'est vrai que j'ai débarqué dans cette ville en laissant tout derrière moi. Amis, famille. Peut-être qu'inconsciemment, je me suis créé un ami imaginaire pour me réconforter. Ça expliquerait pourquoi les gens autour de moi semblent ne pas voir mon interlocuteur. Et c'est une explication plus logique que je parle à un fantôme. Demain soir, je tente un truc. Depuis le début, j'ai gardé mes distances. Je ne suis pas tactile, et ce n'est pas mon style de toucher les gens sans raison. Mais demain, je vais tenter l'expérience. Je vais le toucher. Si je sens son contact, c'est qu'il est bien réel. Si ce n'est pas le cas, eh bien je n'aurai plus qu'à trouver le numéro d'un psy. Le lendemain, la journée est passée à grande vitesse. Je n'ai qu'une hâte. C'est de filer en direction du parc. Il est là, toujours assis à la même place. Il me regarde. Étrangement, je ne me sens pas comme d'habitude lorsque je plonge mon regard dans le sien. J'ai comme un mauvais feeling. Je m'assois cependant à côté de lui, et nous entamons notre discussion. Au bout d'un moment, je me lance. Faisant mine de rire comme une dinde à une blague, je lui touche l'épaule amicalement. Bingo, je ne suis pas folle. J'ai bien senti son contact sous ma peau. Il est donc bien réel. Mais ça n'explique pas pourquoi les gens l'ignorent. Oh, après tout, je m'en fous. Ils sont sûrement jaloux. Je me focalise de nouveau sur mon ami, mais quelque chose a changé. Son regard. Il n'est plus le même. Il me fixe droit dans les yeux. D'un regard qui n'a rien de bienveillant. Je me sens mal à l'aise. J'écourte notre conversation et je rentre chez moi. Je suis totalement perdue dans mes pensées. Qu'est-ce que c'était que ce regard? J'arrive chez moi. Il n'est que 21h, mais je file directement me coucher. Une bonne nuit de sommeil me fera sûrement du bien. J'y verrai plus clair demain. Je m'endors vite. Mais je suis aussi très vite réveillée par un bruit étrange. On dirait un bruit de verre cassé. Mon premier réflexe est de verrouiller la porte de ma chambre. J'attrape ensuite mon téléphone et je file me cacher dans la salle de bain. Sans même savoir ce qui se passe, j'appelle la police. Je me sens réellement en danger. J'entends du bruit à la porte de ma chambre. Quelqu'un essaie d'entrer. On finit par me parler. Laisse-moi entrer. Je reconnais cette voix. Je l'ai entendue tous les soirs pendant des heures depuis plus d'une semaine. En moins de 5 minutes, une voiture de police arrive devant ma maison. J'entends du grabuge. Je comprends très vite que les policiers ont appréhendé l'intrus. Sous le choc, je suis moi-même emmenée au commissariat pour y déposer plainte. C'est là que tout s'éclaire. Je n'ai jamais imaginé mon nouvel ami. Il est bien réel. Fait de chair, de sang, et d'une autre chose, de perversion. Il s'appelle Andrew. Il est âgé de 35 ans, et c'est un violeur multirécidiviste en liberté conditionnelle. Il est venu s'installer dans le quartier peu de temps avant moi. Tout le monde le connaît.
et personne ne voulait avoir affaire à lui. C'est pour cela qu'il l'ignorait. Ces espèces de fumiers, aucun d'entre eux n'a cherché à me prévenir. Puis je repense à ma voisine, et à sa phrase qu'elle n'avait pas eu le temps de finir. Si, on a essayé de me prévenir, mais j'ai été trop aveugle pour m'en rendre compte. Mon ex-ami avait été relâché pour bonne conduite au bout de 10 ans de prison. Après des années de thérapie, il avait fait des efforts pour lutter contre ses pulsions. D'après son psychologue, c'est au moment où je l'ai touché que tout s'est de nouveau enclenché. Son démon a été réveillé, et il n'avait plus qu'une idée en tête, me faire du mal. Je ne me fais pas trop d'idées sur ce qu'il me serait arrivé, si je n'avais pas eu le réflexe de verrouiller ma porte et appeler la police. Lucas et moi venons d'arriver dans la forêt, pour notre grande randonnée et notre camping annuel. Je suis toute excitée. J'attends cet événement chaque année avec impatience. Partir loin de la ville, loin du stress du travail. Se retrouver, mon ami et moi, dans la nature. Nous avons monté notre campement dans la soirée. Nous repartirons demain dans la matinée. La journée a été épuisante. Tout le chemin que nous avons fait était en montée. Avec notre matériel sur le dos, j'avais l'impression qu'il pesait 30 kilos. Je suis totalement HS. Une bonne nuit de sommeil me fera le plus grand bien. Nous avons prévu d'aller pêcher demain. Nous avons repéré un lac sur notre carte qui se trouve pas loin. Je viens de me réveiller en pleine nuit. J'ai entendu du bruit dehors, des bruits de pas, des branches qui craquent. Je sais que nous sommes en pleine forêt et qu'il y a beaucoup d'animaux curieux, mais là c'était bizarre. Les pas étaient lourds, ils s'approchaient de la tente et repartaient. Lucas est sorti voir, mais il n'a rien vu. Je ne sais pas si je vais réussir à me rendormir. J'ai finalement réussi à me rendormir assez vite. La journée d'hier m'avait épuisée. Nous sommes allés pêcher ce matin. J'ai pu constater que je suis beaucoup plus douée que Lucas dans cette pratique. Merci papa de m'avoir si souvent amené avec toi. Lucas a envie qu'on bouge avant la tombée de la nuit. Je ne suis pas contre cette idée. Même si j'ai réussi à me rendormir, j'avoue que je ne suis pas rassurée à l'idée de passer une autre nuit au même endroit. Nous avons parcouru presque 8 km aujourd'hui. Le campement est posé. Le poisson est en train de griller au-dessus de notre feu de camp. Je suis moins fatiguée aujourd'hui. Mon corps a dû s'habituer à encaisser toute cette marche. La nuit est tombée très vite ce soir. Nous sommes dans une partie de la forêt où les arbres et les feuilles laissent difficilement passer la lumière. L'ambiance est vraiment pesante. J'ai l'impression d'être observée de tous les côtés. Je préfère aller dans la tente. Ça fait 2 jours que je n'ai rien écrit. Je ne pouvais pas. J'étais terrorisée. Je crois qu'un animal rôde autour de nous. Et nous suit. On a passé la journée d'hier à bouger pour voir si nos craintes étaient fondées. Et c'est le cas. Où que nous soyons, nous entendons des bruits la nuit autour de notre tente. Oui, notre tente. Nous avons fini par dormir ensemble tellement nous avons peur. Pour couronner le tout, nous nous sommes perdus. On était tellement occupés à fuir la créature qui nous suit, nous n'avons pas fait attention où nous allions. Nous avons prévu de quoi manger pendant 1 semaine. Il nous reste encore pas mal de provisions. Il faut absolument qu'on retrouve le sentier au plus vite. Cette créature joue avec nous. Elle joue avec nos nerfs. Je ne sais même pas ce qu'elle veut. Elle donne des coups dans la toile de notre tente, émet des bruits étranges et part dans la forêt. Qu'est-ce qu'elle nous veut? Ça fait 2 jours que je n'ai pas dormi. Lucas arrive à tenir. Il arrive à dormir. Moi non. Je ne sais pas comment il fait. La situation devient préoccupante. Nous avons fini nos dernières provisions hier. Aucun lac à proximité, ou même une rivière pour pouvoir pêcher. Je ne sais pas chasser, et Lucas non plus. J'ai soif. On essaie de rationner l'eau, mais c'est dur. La soif et la faim me rendent folle. Il faut que je mange un truc. Lucas a trouvé des fruits. Je ne sais pas s'ils sont comestibles. J'ai peur d'y goûter. J'ai déconseillé à Lucas de le faire. La créature nous a laissés tranquilles depuis hier. J'espère qu'elle ne reviendra pas. Lucas n'a pas mangé les fruits. Je n'ai plus la force de me déplacer. Je ne me souviens plus de la dernière fois que j'ai mangé quelque chose. La créature n'est plus réapparue. Je ne sais plus si elle a vraiment existé ou si c'est mon esprit qui l'a inventée au fur et à mesure que nous nous perdions dans la forêt. C'était la première fois que nous venions ici.
Nous avons voulu changer des endroits où nous allons d'habitude. Nous n'aurions pas dû. J'ai enfin mangé. Heureusement qu'il me restait des allumettes pour faire un feu de camp. Je n'aurais pas réussi à manger Lucas sinon. Fini, Lucas. J'ai faim. Le journal s'arrête ici. Après des recherches aériennes, nous avons trouvé le campement à 25 km du sentier. C'est là que nous avons trouvé ce journal et les restes de Lucas Lane. D'après le rapport d'autopsie, Lucas Lane serait mort des suites d'une hémorragie provoquée par de multiples coups de couteau. Nous n'avons jamais retrouvé le corps de Nia Preston. Je suis en train de devenir folle. Il va m'avoir. Tôt ou tard, il s'emparera de moi et de mon âme. Mais avant que cela n'arrive, je me dois de vous mettre en garde. Je m'appelle Angela, et depuis toute jeune, je suis passionnée par tout ce qui touche au monde du paranormal et l'occulte. Cependant, mis à part lire un bon nombre de livres, regarder des dizaines de vidéos et autres émissions télévisées là-dessus, je ne m'étais jamais risquée de tenter quoi que ce soit. Je savais, après avoir lu et entendu partout, que ce monde pouvait être dangereux pour quelqu'un d'inexpérimenté comme moi. Parce que oui, lire des choses, c'est bien. On acquiert la partie théorique. Mais pour ce qui est de la pratique, c'est autre chose. J'ai néanmoins gardé cette passion pour moi. Je ne la dévoilais à personne, de peur d'être jugée. Je ne suis pas une fille très populaire à l'école. Je suis souvent brimée. Et j'ai peur que si ma passion étrange venait à se savoir, eh bien, je serais encore plus rejetée et traitée comme une paria. À mon arrivée au lycée, cependant, les choses ont changé. Je me suis fait des nouvelles amies, et les personnes qui me persécutaient dans mon ancien établissement n'avaient pas intégré le même lycée que moi. J'avais l'impression de revivre, du moins en début d'année. J'ai très vite sympathisé avec une fille du nom de Emma. Le genre de fille très extravertie, qui attire les amis comme des aimants. Et pour mon plus grand bonheur, qui allait devenir par la suite mon plus grand malheur, elle était aussi passionnée par le paranormal et l'occulte, comme moi. Mais son caractère insouciant ne lui faisait pas prendre les mêmes précautions que moi. Elle avait déjà tenté bon nombre d'expériences, que je jugeais terriblement dangereuses, comme s'amuser seule avec une planche de Ouija. Emma m'a cependant convaincue de jouer à un jeu avec elle. Je ne sais pas ce qui m'a pris d'accepter. Peut-être avais-je peur de perdre la seule amie qui me comprenait et qui ne me jugeait pas sur mes goûts. Le jeu qu'elle m'a proposé s'appelait le jeu du placard. Je ne le connaissais pas, et j'aurais vraiment dû me renseigner avant de faire quoi que ce soit. Mais l'euphorie du moment a eu raison de moi. J'hésite un peu à vous expliquer le principe du jeu. Je ne voudrais pas que vous tentiez l'expérience vous aussi. Il s'agit tout de même de jouer avec un démon. Pour faire simple, vous devez vous enfermer dans un placard, dans le noir total avec une allumette. Vous devez ensuite dire la phrase suivante. Montre-moi la lumière, ou laisse-moi dans les ténèbres. Si vous entendez quelqu'un chuchoter près de votre oreille, allumez l'allumette instantanément. Si vous ne parvenez pas à allumer l'allumette assez tôt, on dit que le démon vous entraînera dans des abîmes sombres et profonds, d'où il n'y a pas de retour. La même chose peut arriver si vous commencez à regarder autour de vous, lorsque vous entendez le murmure. Vous avez juste besoin d'allumer l'allumette. Lorsque vous allumez l'allumette, vous devez sortir du placard, en veillant à ce que l'allumette ne s'éteigne pas et ne sorte pas. Nous avons fait ce jeu chez Emma. Nous avons tout préparé. Et je ne sais pour quelle raison, nous sommes entrés ensemble dans le placard. Sûrement la peur qui nous a poussés à faire ça. Au bout de plusieurs longues minutes, rien ne s'est produit. Nous en avons donc déduit que ça n'avait pas fonctionné, ou que tout simplement, le jeu était bidon. Nous avons ri nerveusement. Et nous sommes sortis du placard. Au moment même où nous avons mis un pied à l'extérieur, nous avons entendu un murmure discret. Dans la panique, nous avons fait tomber l'allumette. Nous n'avons pas réussi à finir le rituel correctement. Je m'attendais au pire, mais rien ne s'est produit. C'était sûrement le fruit de mon imagination, même si une partie de moi avait du mal à croire en cette théorie. Les jours sont passés, et j'ai remarqué des choses étranges. Des bruits de pas dans la nuit, des courants d'air froid qui emplissaient la pièce où je me trouvais, malgré le chauffage et les fenêtres fermées. Ou même des odeurs nauséabondes qui se manifestaient sans raison. J'ai vu le comportement de mon amie changer lui aussi. Elle n'était plus souriante et enjouée comme à son habitude. Non,
Elle était devenue froide et distante, et la moindre petite chose qui la contrariait la faisait entrer dans une colère épouvantable. Ce matin, cependant, nous avons appris une nouvelle épouvantable. Mon amie Emma est morte. Elle se serait apparemment suicidée en s'ouvrant les veines dans sa salle de bain. J'ai pleuré en apprenant la nouvelle, et j'ai immédiatement pensé à cette fameuse nuit. C'était forcément lié. Son changement de comportement, son suicide, tout avait un lien avec le fait que nous avions invoqué un démon avec ce jeu stupide. C'est probablement le dernier message que je peux rédiger. Il va venir pour moi. Il va venir me chercher. J'ai voulu jouer avec les forces qui me dépassent, et j'ai perdu. Je vous en supplie, si quelqu'un vous propose un jour de jouer à un jeu en lien avec le paranormal, refusez. Angela. Bonjour, vous. Oui, c'est à vous que je m'adresse. Vous, derrière votre écran d'ordinateur, de télévision, de tablette ou même de téléphone portable, assis dans votre fauteuil, votre canapé ou même dans un lieu public. J'avais envie de vous parler aujourd'hui. Vous voyez, j'ai récemment découvert un sentiment que je ne connaissais pas. Je n'avais jamais ressenti ceci. Du coup, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce que c'était réellement. Avez-vous déjà ressenti des papillons dans votre ventre? Une sensation d'être sur un petit nuage, perdu dans vos pensées? Vous avez déjà connu tout cela? Personnellement, c'est bien la première fois que ça m'arrive. Je suis tellement heureuse que j'ai envie de partager ça avec vous. J'ai envie de vous raconter comment cette chose merveilleuse m'est arrivée. Je suis d'un naturel renfermé, et ce depuis toute jeune. Je n'ai jamais eu d'amis, juste des camarades de classe, que je tolérais mais loin de mon espace vital. Je vivais ça très bien. Du moins, si les personnes autour de moi respectaient ça. Je n'aime pas qu'on pénètre dans ma bulle. Ça m'énerve et ça me met en colère. Ça vous le fait, vous aussi? D'après le docteur Jameson, ce n'est pas normal. Et ma mère est d'accord avec lui. Qu'est-ce qu'ils en savent de toute façon? Ils ne sont pas dans ma tête. Mais je m'égare un peu, excusez-moi. Pour en revenir à ce sentiment totalement nouveau pour moi, eh bien, ça a commencé quand ce garçon m'a adressé la parole dans le réfectoire de mon lycée. Les gens ne faisaient pas ça normalement. Comme je vous l'ai dit, on ne m'approchait pas, et on me laissait dans mon coin. Mais lui, il n'a pas fait comme les autres. À midi, pendant la pause déjeuner, il est venu me parler. Il m'a dit qu'il s'appelait Ethan, et m'a tendu sa main. Je crois que c'est quelque chose qu'on fait normalement lorsqu'on se présente à quelqu'un. On lui serre la main, je crois. Je ne suis pas du tout familière avec ce genre de pratique. Je n'ai pas compris sur le moment, et je suis restée quelques secondes à regarder cette grande main tendue vers moi. Avant que je ne comprenne ce qu'il me voulait, le garçon m'a attrapé la main sans prévenir et m'a demandé comment je m'appelais en gesticulant nos mains de haut en bas. Je n'ai pas répondu sur le coup. J'étais bien trop submergée par cette décharge électrique que j'avais ressentie lorsque sa main douce et ferme à la fois a attrapé la mienne. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai plongé mon regard dans le sien. Je n'avais jamais fait ça avant. Je ne regardais pas les gens dans les yeux. Mais là, je l'ai fait. C'était plus fort que moi. Je l'ai regardé, j'ai examiné son visage. Un visage que je qualifierais de séduisant, du moins j'imagine. Je lui ai finalement dit mon prénom. Il m'a souri et m'a lâché la main. La sensation que j'avais ressentie s'est aussitôt évanouie. Je pensais que notre conversation était terminée. Mais je me suis trompée. Il s'est carrément assis à côté de moi, vous imaginez? Personne ne l'avait jamais fait jusqu'à maintenant. Même en classe, j'étais tout le temps toute seule. Et là, un garçon vient se présenter à moi, me serre la main et s'assoit à quelques centimètres de moi. Il était tellement près que je pouvais sentir sa jambe contre la mienne. Encore une fois, une décharge électrique a traversé tout mon corps. Je me suis totalement laissée envahir par ces émotions. Au point que j'ai perdu connaissance, je crois. En tout cas, je ne me souviens plus de ce qui s'est passé ensuite. Quand je suis revenue à moi, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à ressentir tous ces petits papillons dans mon ventre, cette euphorie délicieuse et ce bien-être qui emplissait chaque partie de mon corps. J'ai pris une grande inspiration. Qu'est-ce que je me sentais bien. J'étais sur un petit nuage. J'aurais presque pu faire abstraction des hurlements qui résonnaient tout autour de moi et aux mouvements de panique. J'ai à nouveau plongé mon regard dans celui d'Ethan. Cette fois-ci, il était sans vie, comme le reste de son corps d'ailleurs. En plantant dans sa carotide le couteau qui se trouvait sur mon plateau repas, sa mort fut plutôt rapide. Et depuis ce jour, je suis enfermée dans une pièce, seule, sans personne autour de moi.
Ah, c'est tellement plaisant. Personne n'est dans ma bulle. Il n'y a que moi et mes pensées. Il n'y a que le docteur Jameson qui vient me voir. Enfin, il se tient derrière la petite fenêtre de mon havre de paix. Et me parle depuis un interphone pour essayer de me faire prendre tout un tas de médocs merdiques qui n'ont que pour but de me ramollir le cerveau. Je refuse de les prendre. Je ne veux pas oublier ces sensations que j'ai ressenties. Ces sentiments qui ont empli mon corps des pieds à la tête. Vous avez déjà ressenti ça, vous ? Le docteur me répète que les gens normaux ne ressentent pas ça, et me pose toujours la même question depuis ce jour-là. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Ce à quoi je réponds toujours. J'avais pourtant bien dit que je n'aimais pas qu'on pénètre dans ma bulle. La fatigue. Maxime ne connaît que trop bien ce mot. Ça fait des semaines qu'il enchaîne des heures supplémentaires à son travail. Il est assistant de direction dans une grande entreprise. Donc oui, certes, ce n'est pas l'emploi le plus physique de la Terre. Mais rester assis derrière un bureau, les yeux rivés sur un écran 10 heures d'affilée, cela épuiserait n'importe qui. Une routine s'est installée. Tous les soirs à 19h, Maxime rentre dans son appartement situé au 8e étage, entraînant le pas. Il est éreinté. Mais la simple idée qu'il va pouvoir retrouver son bon vieux fauteuil et une boisson fraîche lui donne assez de force pour ne pas s'endormir comme une masse dans l'ascenseur. Il pense cependant à déménager, et éventuellement à investir pour acheter une petite maison. Il en a marre de l'ascenseur. C'est déjà arrivé plusieurs fois qu'il tombe en panne. Et grimper 8 étages après une journée de travail, ou même avec les courses, ne l'enchante plus. Il y a aussi cette petite sensation désagréable qui le suit depuis quelques jours, et à laquelle il ne préfère pas penser. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Maxime tourne à droite, avance de 50 mètres, ouvre sa porte et entre dans son appartement plongé dans le noir. C'est encore là. Cette sensation désagréable n'est pas partie. Ça lui fait systématiquement quand il rentre chez lui. Parfois, il est presque ravi de passer autant de temps au bureau. Au moins là, il ne se sent pas en permanence observé. Mais ce n'est pas grave. Il a mieux à faire que de prêter attention à des sensations bizarres, qui n'ont aucune logique. Il entame comme tous les soirs son petit rituel. Il enlève ses chaussures, qu'il dépose dans le meuble de l'entrée spécialement dédié à sa collection incroyable de 3 paires. Pose son manteau, son sac, et file en direction de la cuisine se prendre une canette de soda bien fraîche et un paquet de chips. Une fois sa bouffe diététique en main, ses pieds le traînent automatiquement dans le salon, où il va s'affaler dans son fauteuil adoré et poursuivre le visionnage de sa série d'animation préférée, qui met en scène 4 gamins dans une ville du Colorado, au langage fleuri et à l'humour noir. Les minutes passent, Maxime rit de bon cœur, mais encore une fois, il ne peut pas s'empêcher d'avoir d'horribles sueurs froides qui coulent le long de son dos. C'en est trop. Cette fois-ci, il se décide à faire le tour de son appartement et regarder dans les moindres recoins. Il ne l'avait jamais fait jusqu'à présent. L'appartement n'est pas très grand, ce sera vite fait, et il pourra retourner au visionnage de son épisode en cours, quand il se sera aperçu qu'il se fait des films pour rien. Donc le salon, rien d'anormal. La cuisine, pareil. Les toilettes, trop petit pour que quelqu'un s'y cache de toute façon, mais après vérification, rien non plus. La salle de bain, idem. Enfin, il y a une petite trappe qui mène au comble. Vu que l'appartement de Maxime se trouve au dernier étage de son immeuble, il n'a personne au-dessus. Mais cette trappe est beaucoup trop petite pour qu'une personne puisse passer. Après un petit temps d'hésitation cependant, il se décide quand même à vérifier. Il monte sur un tabouret, allume le flash de son téléphone, ouvre la trappe et passe la tête. Il n'a jamais pris la peine d'entreposer quoi que ce soit là-dedans, donc à part de la laine de verre et une grosse poutre allant du plancher jusqu'au plafond, il n'y a théoriquement rien. Et c'est toujours le cas. Il ne voit rien. Il ne s'attarde pas non plus trop longtemps. Sa passion pour les films d'horreur lui a appris que ce n'était pas prudent de fouiner dans un grenier. Il termine son exploration par sa chambre. Sous le lit ? Rien. L'armoire ? Rien. Derrière les rideaux ? Rien non plus. Bon, il a fait le tour de l'appartement, vérifié toutes les pièces, ouvert tous les placards, et même regardé dans ce grenier poussiéreux. Rien ne lui a paru suspect. C'est ça quand on enchaîne les heures au boulot. On est fatigué, et on finit par s'imaginer des choses. Maxime retourne dans le salon, pour terminer son épisode, puis il ira au lit et recommencera sa routine journalière. Le lendemain, même histoire, même routine. La journée passe, et Maxime rentre chez lui. Un peu plus tôt cette fois-ci. Il a réussi à finir son travail à temps. Il est satisfait de lui, mais en même temps, ça ne l'arrange pas.
car il sait qu'il va devoir passer plus de temps dans son appartement, dont les murs semblent l'épier. Il serait peut-être temps de déménager. Vu qu'il ne s'y sent pas bien et qu'il n'en connaît pas la raison, autant partir. Aussitôt rentré chez lui, qu'il entame des recherches de maison, toujours avec sa série animée en fond. Les heures passent, et même s'il n'y a pas prêté attention parce qu'il était occupé, la sensation est toujours là. Maxime ne peut pas s'empêcher de jeter des coups d'œil nerveux en direction du couloir qui mène à la chambre et à la salle de bain. En son fort intérieur, il sait qu'il y a quelque chose. Quelque chose tapis dans le noir. Une chose qui le regarde en ce moment même. C'est la première fois qu'il a cette sensation aussi forte, et sur un point aussi ciblé. Il ne faut pas qu'il fixe trop longtemps le couloir, car il commence à voir des choses bouger. Simplement le fruit de son imagination, évidemment. Le pire dans tout ça, c'est qu'il ne sait pas s'il doit se sentir en danger ou pas. Dans sa tête, 1001 scénarios se dessinent. Un fantôme ? Hypothèse la plus absurde. Maxime n'est pas l'homme le plus cartésien au monde. Mais ce n'est pas non plus le plus grand fan de paranormal. Il préfère privilégier les hypothèses logiques en premier lieu, même si celles-ci ne l'enchantent pas plus. Il s'imagine un fou qui vit caché dans son grenier, ou des caméras de surveillance parfaitement dissimulées. C'en est trop. Il doit arrêter de penser à tout ça. Il aura passé toute sa soirée à faire des recherches, pour quitter son appartement. Il n'a pas vu l'heure tourner. Il est largement temps d'aller se coucher. Sauf que, pour rejoindre sa chambre, il doit passer par le couloir. Et une petite voix en lui le supplie de ne pas le faire. Elle lui hurle de dormir sur le canapé. Mais son mal de dos lui suggère le contraire. Prends le risque, mon gars. De toute façon, tu te fais des films pour rien. Il n'y a que toi ici. Son confort personnel prend le pas sur son intuition. Prudemment, Maxime se lève, dépose son ordinateur, éteint la télé et avance doucement en direction du couloir. Heureusement pour lui, l'interrupteur se trouve tout au début de celui-ci, dans la zone qui est encore éclairée par la lumière du salon. Il passe sa main et allume la lumière. Et évidemment, il n'y a rien. Mais étrangement, quand il a appuyé sur le bouton et que le couloir s'est éclairé, la sensation oppressante s'est grandement dissipée. Elle est toujours là, évidemment, mais beaucoup moins forte. Il éteint les lumières du salon, et part en direction de sa chambre, même s'il a réussi à se convaincre qu'il n'y avait rien ici. Il n'ose pas cependant s'aventurer dans la salle de bain. Tant pis pour l'hygiène buccale. Il pénètre dans sa chambre, et machinalement, donne un tour de verrou à la porte. Il préfère s'enfermer dans sa chambre, plutôt que de paniquer toute la nuit en fixant la porte du regard. Il se met au lit, éteint la lumière, et s'endort d'un sommeil de plomb. Le lendemain, Maxime ne s'est pas présenté à son travail. Ce n'est pas dans les habitudes de Maxime de ne pas prévenir sa supérieure lorsqu'il est absent. Déjà que ce cas arrive très rarement. Même avec 40 de fièvre, Maxime se rend quand même à son travail. Mais après tout, une panne de réveil, ça peut arriver, non? Maxime ne s'est peut-être pas réveillé, trop épuisé par une mauvaise nuit. Ou alors il n'a peut-être tout simplement pas mis son réveil en route hier soir. Il faut dire qu'avec les émotions qu'il a eues, c'est tout à fait possible d'oublier. Sauf que les heures passent, et toujours aucune nouvelle de Maxime. Lucie, sa collègue, trouve ça très étrange. Elle est cependant la seule à s'inquiéter visiblement. Personne dans les bureaux ne semble se soucier de l'absence de leur collègue. Mais Lucie sait que quelque chose ne tourne pas rond. Elle s'entend assez bien avec Maxime pour savoir que celui-ci ne manquerait pas une journée de travail, sans prévenir personne. Il est quand même déjà 14 heures. Prétextant une envie pressante, Lucie s'éclipse aux toilettes munie de son téléphone portable. Après avoir vérifié que le cabinet était vide, elle fouille dans son répertoire et appelle le portable de Maxime. Pas de réponse. Elle retente une deuxième fois, une troisième, puis une quatrième. Mais rien. Maxime ne répond pas. De plus en plus étrange. Mais elle s'est absentée trop longtemps. Il est temps de retourner travailler. Elle retentera en fin de journée. Le soir venu, Maxime n'a toujours pas donné de nouvelles. Lucie décide donc de retenter un appel. Ça l'étonnerait que son collègue dorme aussi longtemps. Mais en même temps, s'il avait vu ses appels manquer, il l'aurait rappelé, elle en est sûre et certaine. Une fois rentrée chez elle, elle rappelle le portable de Maxime. Au bout de quelques tonalités, on finit par décrocher. Mais personne ne parle. Lucie relance son interlocuteur d'un « Allô ? Maxime, tu es là ?
Mais elle n'entend rien par des grésillements, puis la communication coupe instantanément. Lucie renouvelle immédiatement son appel, mais ça ne répond pas. Le téléphone de Maxime est visiblement éteint. Elle tombe systématiquement sur la messagerie. Curieux, il a peut-être des problèmes de réseau. Et dans ce cas-là, pourquoi il n'a pas tout simplement appelé depuis un poste fixe? Ou même demandé à un voisin de le dépanner? Elle trouve ça plus que bizarre. C'en est trop. Il faut qu'elle sache si son collègue et ami va bien. Elle attrape ses clés de voiture et file en direction de l'appartement de Maxime. Elle n'y est jamais allée, faute de temps. Mais son ami lui avait donné son adresse, car ils avaient prévu une soirée ciné qui ne s'est jamais faite. Au bout d'un quart d'heure de route, Lucie arrive devant l'immeuble de 8 étages. Étrangement, il n'y a pas de sécurité à l'entrée. Pas de code à taper ou de badge à passer. Non, la porte est simplement ouverte. Elle pénètre dans l'ascenseur et appuie sur le bouton du dernier étage. Elle ne sait pas pourquoi, mais son cœur se met à battre de plus en plus vite. Elle est stressée. Un mauvais pressentiment lui pèse dans la poitrine. La petite sonnerie retentit et les portes s'ouvrent. Elle sort de l'ascenseur et regarde de chaque côté à la recherche de l'appartement en question. Elle voit une porte à droite, la seule et unique porte de l'étage, hormis celle de la sortie de secours. Tout un étage pour un seul appartement? C'est quand même curieux. Elle s'avance et frappe à la porte. Pas de réponse. Même en collant son oreille, elle n'entend rien. Sans vraiment comprendre pourquoi, elle tente d'appuyer sur la poignée. Un pur réflexe. Et contre toute attente, la porte n'est pas verrouillée. Elle hésite cependant à entrer. Tout comme pour Maxime, une voix dans sa tête la supplie de ne pas avancer plus loin. Mais Madame Curiosité a beaucoup plus de voix et prend vite l'ascendant sur Mademoiselle Raison. Lucie ouvre la porte et inspecte prudemment. L'appartement est totalement plongé dans le noir. Au moment où elle pose un pied à l'intérieur, l'ambiance change radicalement. L'atmosphère devient lourde. L'air est épais, chaud. Elle a presque du mal à respirer. Elle appuie sur le bouton de la lumière, mais rien ne se passe. Une coupure de courant peut-être. Elle enclenche donc le flash de son téléphone et lance à voix haute. « Maxime, tu es là? C'est moi, Lucie !» Toujours pas de réponse. Il ne peut être tout simplement pas là après tout. La décision la plus sage est de rebrousser chemin. Ça ne se fait pas ce qu'elle est en train de faire. Entrer chez les gens sans autorisation, même si la porte est grande ouverte, ce n'est pas correct. Elle se retourne et s'apprête à passer la porte, quand elle entend soudain un petit bruit venant de derrière elle. Elle se fige sur place. Elle s'imagine immédiatement qu'il s'agit d'un cambrioleur qui l'a entendu appeler son ami, ce qui explique le fait que la porte soit ouverte. Ou c'est peut-être tout simplement Maxime qui l'a entendu et qui s'est levé pour venir la voir. Il n'y a qu'en s'en retournant qu'elle saura. Elle fait ça brusquement. Pas le temps de se retourner lentement pour faire durer le suspense comme dans les films d'horreur. En faisant ça, elle a le temps de voir une ombre partir brusquement dans le salon. Maxime a toujours eu beaucoup d'humour et adore faire des blagues, mais elle avoue que celle-ci ne la fait absolument pas rire. La peur laisse place à l'agacement, à la limite de la colère. « Je vais le tuer », se dit Lucie intérieurement. D'un pas ferme et décidé, elle avance en direction du salon. Elle éclaire la pièce et ne voit rien. C'est totalement désert. Elle a pourtant bien vu quelqu'un partir par là. Soit la personne est bien cachée dans cette pièce, soit elle est partie à toute vitesse dans le couloir ou la cuisine. Elle aurait fait du bruit. Or, Lucie n'a rien entendu, à part le petit bruit qui l'a fait se retourner. Maintenant qu'elle est là, autant finir d'inspecter l'appartement. Si Maxime est en fait en train de dormir comme une souche, au moins elle aura la conscience tranquille et pourra repartir. En revanche, s'il n'est pas là, elle préviendra la police pour signaler sa disparition. Elle ne préfère pas envisager davantage la seconde option. Elle vérifie donc la cuisine. Rien. Prudemment, elle avance vers le couloir. Elle y distingue 3 portes, sûrement les salles d'eau et la chambre. La porte des toilettes est ouverte. Elle voit donc directement qu'il n'y a rien. Elle ouvre la deuxième porte, la salle de bain. Elle regarde partout, y compris dans la baignoire, mais rien. Par contre, l'ambiance est vraiment pourrie ici. Encore plus lourde que tout à l'heure. Elle referme vite la porte et se dirige vers la chambre. Par contre, Lucie n'a pas remarqué la petite trappe au plafond de la salle de bain. Au moment où elle ouvre la porte de la chambre, une odeur infâme lui prend à la gorge. Elle n'a jamais senti une odeur pareille. Elle se couvre le nez avec sa manche et balaye la pièce avec son téléphone. À l'instant même où la lumière éclaire le lit, Lucie est frappée d'une violente envie de vomir. Elle tente de hurler mais rien ne sort. Le choc l'empêche d'émettre le moindre son, ou même de bouger. Maxime est là. Une partie du moins. Son corps est allongé sur le lit. Sa cage thoracique et son ventre sont ouverts. Ses organes et intestins sont quant à eux éparpillés un peu partout dans la pièce. La seule chose que Lucie arrive à faire, c'est pleurer. Son ami est là. Quelqu'un l'a sauvagement assassiné et a horriblement mutilé son corps. Elle remarque que quelque chose est écrit sur le mur avec du sang. « Tu ne partiras plus du 8e étage maintenant.
Qu'est-ce que ça veut dire? Lucie retrouve petit à petit l'usage de ses jambes et commence à reculer prudemment. Il faut qu'elle sorte d'ici. Il faut qu'elle appelle la police. Au même moment, la porte de la salle de bain s'ouvre lentement. Rien n'en sort, à part une voix qui lui dit « C'est gentil de te joindre à nous, Lucie. » Il y a quelques jours, je me promenais avec mes enfants et mon chien. Nous passions un après-midi dans un parc qui possède une aire de jeu fermée pour les enfants et tout un espace pour nos amis les animaux. Nous pouvions faire d'une pierre deux coups. Les enfants jouent dans l'aire de jeu, en se faisant de nouveaux amis, et mon chien, une magnifique femelle labrador de 5 ans, peut courir et se rouler dans l'herbe. Nous n'avons pas souvent l'occasion de sortir nous promener dans ce genre d'endroit, donc quand cela est possible pour nous, nous en profitons un maximum. Nous passons près de 2 heures dans ce parc. Mais vient l'heure tant redoutée des enfants, le moment de dire au revoir aux nouveaux copains et de quitter le super toboggan trop cool. Nous repartons donc tranquillement en direction de la maison. Nous avons un peu plus d'1 kilomètre à faire à pied pour rentrer. C'est relativement rapide en général, mais pas quand vous avez des enfants de 7 ans et 5 ans. Et qu'en plus de ça, ils se sont amusés comme des fous pendant un certain temps. À mi-chemin, nous arrivons à hauteur d'une autre aire de jeu. Celle-ci cependant est totalement interdite aux animaux. Mes enfants ayant retrouvé toute leur énergie comme par miracle, me demandent d'aller jouer un peu avant de rentrer. Comme je suis beaucoup trop gentille par moments, j'accepte, mais à une condition. Lorsque je les appellerai pour partir, ils devront venir immédiatement, et sans faire de caprices. Tout autour, il y a des bancs. Je me dirige donc vers l'un d'eux, pour m'asseoir et pour que ma chienne puisse se reposer elle aussi. Au moment d'arriver au banc, je croise le regard d'un homme d'une vingtaine d'années. Il porte une tenue de cycliste et est en train de ranger des choses dans la sacoche de son vélo. Je n'y prête pas plus attention, mais je le vois du coin de l'œil avant de m'asseoir. Il regarde dans ma direction. Mon premier réflexe est de me dire « Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Il ne peut pas regarder ailleurs ?» Puis je finis par m'asseoir en lui tournant le dos. J'ai une vue directe sur l'aire de jeu et sur mes enfants en train de s'amuser. Mais je ne suis pas à l'aise. Je n'ai même pas le temps de me poser la question de pourquoi je ressens ce malaise, que je l'identifie presque instantanément. Sur ma gauche, je vois l'homme qui arrive avec son vélo. Toujours en me regardant, il place la béquille et cale son vélo. Il me lance un « Bonjour. Je lui réponds parce que je suis quand même un minimum poli. Et il ajoute tout de suite après. C'est un labrador? Je comprends donc que ce n'était pas moi qu'il fixait tout à l'heure, mais mon chien. Je lui réponds donc que oui. S'ensuit le classique. Je peux le caresser? Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis beaucoup trop gentille. Cet homme me met toujours mal à l'aise, mais j'accepte néanmoins sa demande. Ma chienne est extrêmement sociable en général. Même si un cambrioleur décidait de rentrer chez moi, elle l'accueillera en sautant dans tous les sens et en remuant la queue. Mais là, bizarrement, elle n'est pas réceptive à la première caresse de ce gars étrange. Je mets ça sur le coup de la fatigue. Elle doit être trop épuisée pour s'enthousiasmer. Sans demander quoi que ce soit, l'homme s'assoit à côté de moi, et en tirant ma chienne vers lui par son collier. Je trouve ce geste un peu déplacé, mais je n'ose rien dire. Je suis seule, avec mes 2 enfants qui jouent plus loin. Je ne serai pas en mesure de me défendre, ou même de fuir si cet homme est un peu trop susceptible. Je décide donc de ne rien dire. Il commence donc à caresser mon chien, puis petit à petit, il la rapproche de lui. Jusqu'à la prendre par les pattes, la soulever et les lui poser sur le banc de part et d'autre de ses jambes. Je suis toujours aussi mal à l'aise, si ce n'est plus. Je trouve son comportement étrange. Mais après tout, il aime peut-être beaucoup les animaux. Je jette un regard en direction de mes enfants pour m'assurer qu'ils sont toujours là. Ils continuent de jouer ensemble et de s'amuser. Au moment où je tourne la tête en direction de mon chien, j'ai du mal à comprendre à quoi j'assiste. L'homme est en train d'embrasser ma chienne. Elle n'aime visiblement pas ce qu'il se passe, car à chaque fois qu'il s'approche pour l'embrasser, elle tourne la tête. Son comportement est de plus en plus étrange. Je veux partir. Ma chienne est fatiguée, et je pense que vous savez que lorsqu'un chien a beaucoup transpiré, il tire la langue pour réguler sa température. L'homme continue de l'embrasser, et place son visage tout près de la langue de mon chien, comme s'il espérait qu'elle lui lèche le visage. Je n'ai même pas le temps de comprendre ce que je viens de voir,
qui se met à soulever ma chienne au niveau des pattes arrière et la place à cheval sur lui. Mon cerveau fait un salto arrière. Je suis choquée par ce que je vois. Il continue de l'embrasser, en émettant des petits gémissements qui me donnent la nausée. Qu'est-ce que c'est que ce taré? Cette fois, c'en est trop. Je me lève d'un bond et lui lance. Je suis désolée, mais nous devons y aller. Je tourne la tête vers mes enfants et les appelle. Mon fils me regarde et continue à jouer. Super. Ils m'avaient promis de venir dès que je leur disais, et ils n'ont absolument pas tenu leur promesse. Dans mon début de stress et de panique, je ne sais plus quoi faire. Je voudrais aller chercher mes enfants pour leur faire comprendre une fois pour toutes que nous devons y aller. Mais je sais que je n'ai pas le droit de rentrer avec mon chien dans l'aire de jeu. Et je n'ai pas envie de laisser ma chienne seule avec cette espèce de cinglé. Visiblement, l'homme comprend que je suis en pleine hésitation. Car il me lance d'une voix calme et posée. Je peux la garder si vous voulez. Je mets quelques secondes à répondre. J'ai très bien compris que sa proposition n'a pas pour but de m'aider. Il veut partir avec ma chienne, pour lui faire je ne sais quelle saleté. Je lui réponds donc non, et relance mes enfants en hurlant presque comme une hystérique, attirant au passage le regard de quelques personnes. Mes enfants finissent enfin par comprendre, et reviennent vers moi. L'homme n'a toujours pas laissé descendre ma chienne. Elle me lance des regards que je n'ai aucune difficulté à comprendre. Elle me supplie de ses petits yeux de l'aider. Je redis à l'homme que nous devons y aller, et je tire doucement mais fermement sur la laisse, pour qu'il comprenne que je veux récupérer mon chien. Au bout d'un moment, il finit par lâcher prise, et ma chienne descend instantanément. Je reste encore une fois polie, je lui dis au revoir, mes enfants également, et nous commençons à partir. Je n'ai pas le temps de faire un demi-tour complet qu'il me relance. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas que je la prenne? Mais il n'est pas bien celui-là, ce n'est pas possible. Je lui réponds immédiatement non, et nous partons. J'étais stressée. J'ai passé tout le chemin à regarder derrière moi, pour m'assurer qu'ils ne nous suivent pas. Je ne voulais pas qu'ils sachent où nous habitons. Je pense qu'il ne nous a pas suivis. J'espère ne jamais le revoir. Je ne pensais pas qu'un jour je dirais ça, mais j'ai sauvé ma chienne d'un dangereux prédateur.